Auditeurs et auditrices de Radio Jenna, bienvenue dans cette émission. La drépanocytose est une maladie génétique très répandue dans le monde et selon les statistiques, on enregistre environ 300 000 enfants atteints de la maladie à la naissance. Dans ce nouveau numéro de INO, nous allons parler de la gestion et du suivi de la drépanocytose chez l'enfant communément appelé hématie avec le docteur Nevame Efa. Quant à moi, je suis Méchat Nyaro, cher invité, bienvenue. Merci, Madame Nyaro. Alors, quand on parle de la drépanocytose, de quoi il s'agit? D'accord, merci pour la question. La drépanocytose, connue sous le nom hématie, comme vous venez de le dire, est une maladie héréditaire qui se manifeste par la survenue de douleurs chez certains et chez d'autres patients, et de par la survenue des anémies, c'est-à-dire le sang, le taux d'hémoglobine, la quantité de sang, sans suite. Et pour arriver là, c'est que c'est une maladie qui affecte la qualité de leurs globules rouges, en fait. Donc, c'est le fait que les globules rouges, là, sont touchés qui amène ces patients à développer des signes tels que les douleurs osseuses et les signes d'anémie. Le plus souvent, ce sont des maladies qu'ils ont héréditaires, comme je venais de le dire, parce qu'ils ont pris ça des parents. Des parents. Et donc, ça veut dire que si un enfant, si l'un des parents n'a pas l'hématie, l'enfant ne pourra jamais l'avoir. Non, c'est pas, en fait, j'explique mieux. Il faut que les deux parents portent le gène S. En fait, c'est le gène S qui rend malade, au fait. Donc, il faut que les deux parents soient porteurs du gène S ou bien du gène C. En fait, c'est deux gènes. Il y a d'autres aussi, mais disons que c'est le S et le C. Mais le plus souvent, ce sont des parents qui sont bien portants. On les appelle les porteurs sains. Vous pouvez les trouver, par exemple, étant AS. A, c'est l'hémoglobine normale, quoi. Le globule rouge, quand la forme des hémoglobines est bonne, on dit c'est A. Donc, le plus souvent, ce sont des parents qui sont AS, qui ne manifestent pas la maladie, et ne savent pas que, bon, le monsieur là, ne savent pas que la conjointe est également AS, par exemple. Donc, l'enfant prend S chez le papa, prend S chez la maman, et lui, il est SS, et lui, il peut manifester cette maladie. Mais est-ce qu'il est possible de l'éviter? Oui. Donc, si on dit héréditaire, ça veut dire que cela peut être évité de par le fait que normalement, si on se rencontre si on a un projet de mariage, ou on veut concevoir des enfants, pas forcément un projet de mariage, mais dès qu'on se met en couple avec une femme ou bien un homme, l'idéal, c'est de faire des bilans pour voir si on est compatible. D'accord. C'est ça. Alors, vous avez développé, vous avez parlé de AS, vous avez parlé de S, vous avez parlé de C, et on revient à la notion, à la question de génotype. Est-ce que vous pouvez mieux nous développer cette question? D'accord, ok. Donc, je réexplique cette partie. Oui. L'hémoglobine normale, la forme normale des hémoglobines, des globules rouges, c'est la forme A. Donc, ça veut dire que si vous êtes AA, vous êtes normal, comme vous n'avez pas la maladie et vous n'avez même pas les traces de la maladie, au fait. Ok. Donc, si vous épousez quelqu'un qui peut aussi être AA ou bien AS, au fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le génotype là qui détermine le statut de l'enfant. Si vous êtes AA, c'est bon. Là, on se dit, peu importe si vous épousez AS, SS, SC, il n'y aura pas de conséquences. Parce que l'enfant aura à prendre un chez le papa, un chez la maman. Donc, si un des parents est AA, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous, si vous êtes AA, vous pouvez vous marier à tout le monde, peu importe son statut, SS, SC, n'importe lequel. Mais si vous faites votre électrophorèse de l'hémoglobine, c'est l'analyse qui permet de savoir vous êtes de quel phénotype vous faites. Si vous avez le gène S ou bien le gène C, ça veut dire que vous devez coûte que coûte épouser quelqu'un qui est AA. Parce que si vous êtes AS par exemple et que vous épousez quelqu'un qui est AS par exemple, comme je viens de le dire, la femme peut prendre le S chez vous, prendre le S chez le monsieur également, ça veut dire que lui il sera SS. Or quand on est AS, on ne fait pas la maladie, c'est-à-dire vous portez la maladie en vous, mais vous ne pouvez pas manifester la maladie. Bon, c'est ça, je disais au début, que le plus souvent, les parents sont des porteurs sains, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de détecter ou de diagnostiquer la drépanocytose chez les bébés? Justement, l'électrophorèse dont je venais de parler, l'électrophorèse de l'hémoglobine,
Nous le recommandons idéalement à partir de 6 mois. Donc, après la naissance, 6 mois après, on fait le bilan chez l'enfant et on connaît déjà son statut. Ailleurs, on peut le faire même dans l'utérus, au fait. Mais bon, chez nous, c'est pas, oui, chez nous, c'est pas trop ça, mais l'idéal, ce qu'on recommande ici, dans nos régions, c'est à partir de 6 mois. À partir de 6 mois. Alors, comment est-ce que la maladie se manifeste chez l'enfant? D'accord. Ça dépend d'abord du phénotype, du genre de drépanocytose. Essentiellement, bon, nous parlons de la drépanocytose majeure qui est la forme SS et la forme SC. La forme SS, c'est cette forme qui se traduit par la survenue de douleurs osseuses. C'est-à-dire, l'enfant est là et puis il vous dit, maman, viens papa, j'ai mal au pied, j'ai mal au bras, à la main et autres là. Et puis il y a des fois aussi, le ventre peut participer. Il peut vous dire, j'ai mal au ventre, soit c'est carrément et les os et le ventre. Maintenant, à cette forme de douleur, à ces survenues de douleur s'ajoute la survenue des anémies. L'enfant, il est là, puis constamment, il manque de sang. Le plus souvent, ça se traduit par, l'enfant vous dira, il a les maux de tête, il a les vertiges, ou bien il a le cœur qui bat vite. Et puis, le parent, c'est au niveau des conjonctifs, au niveau de ses yeux, le parent va constater que l'enfant, il est pâle qu'avant. Ça, c'est ainsi que se manifeste la forme SS. La forme SC, c'est essentiellement les douleurs, comme j'ai dit, mais les douleurs ne sont pas trop fréquentes comme chez le sujet SS. Et là, chez la forme SC, la survenue des anémies, c'est vraiment, c'est rare. C'est pas fréquent comme chez les SS. Donc, ce qui détermine la différence entre les deux, c'est essentiellement la survenue de l'anémie qui est régulière chez les formes SS et chez les formes SC, c'est pas si fréquent que ça. Bien sûr, il y a d'autres formes également, mais les formes majeures, les plus fréquentes, c'est les deux formes dont je viens de parler là. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la survenue fréquente d'anémie est un signe de drépanocytose. Justement, comme vous l'avez dit, si vous avez un enfant qui vous a présenté des signes d'anémie, peut-être bien, vous les parents, vous ne savez pas que ce sont des signes d'anémie. Vous amenez l'enfant à l'hôpital et on vous a dit aujourd'hui que le sang a chuté. Votre enfant souffre d'anémie. Et après, 2 semaines après, ou bien des mois après, les mêmes signes, vous allez encore à l'hôpital et on vous dit encore la même chose, comme quoi l'enfant est encore anémie. Généralement, ça tourne autour de 6, 7. Le taux d'hémoglobine normal pour un individu qui n'est pas drépanocytaire, c'est censé tourner autour de 9, 10, 11 à 12. Du coup, si vous amenez votre enfant et qu'on vous dit l'enfant est à 6, peut-être on le transfuse, 2 mois, 3 mois après, bien 1 an après, la même chose se produit. Ce sont des signes qui peuvent vous faire dire, ah, si les personnes de santé, si les médecins n'ont pas eu l'idée de demander l'examen, l'électrophorèse là pour voir si votre enfant n'est pas souffrant de la drépanocytose, même vous, le parent, vous pouvez dire, ah, pourquoi ne pas demander cette analyse-là? Donc, comme vous l'avez dit, la survenue fréquente, c'est-à-dire à répétition des anémies, ça fait penser à la drépanocytose. Pas forcément à la drépanocytose, mais c'est la première des hypothèses à évoquer. D'accord. Alors, est-ce que, je dirais, l'insuffisance ou le défaut d'hémoglobine d'hémoglobine dans le corps de cet enfant pourrait conduire à d'autres maladies? Bien sûr. Là, j'explique comme ça, d'accord? Nous vivons essentiellement d'oxygène, d'accord? Et ce sont les hémoglobines, les globules rouges là qui transportent les oxygènes en question. Nos organes, tous les organes se nourrissent d'oxygène au fait. Donc, vous convenez avec moi que si votre taux d'hémoglobine là sur le sang n'est pas en quantité suffisante, les organes vont manquer d'oxygène au fait. Ils vont manquer de glucose, genre de sucre au fait. En termes BABA, ils vont manquer du sucre. Et cela, si le patient n'est pas bien suivi, cela entraîne beaucoup de complications au niveau des gros organes, par exemple au niveau des reins, du foie, sans compter le sang en lui-même qui peut chuter jusqu'à un niveau, puisque quand le sang commence par diminuer, l'organisme essaie de s'adapter au peu de sang que vous avez. Plus ça diminue, il continue de s'adapter, mais quand ça arrive à un taux, l'organisme ne pourra pas faire avec le peu de sang que le sujet a. Donc c'est là, le plus souvent, ça peut aussi virer vers un coma. Et bon, si l'essentiel n'a pas été fait à temps, le patient peut décider. Oui. Peut décider, quoi. Justement, parlons des comas. Il est constaté que les personnes, notamment les plus jeunes, les adolescents et les enfants qui souffrent de la drépanocytose, font régulièrement des crises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore? Est-ce que c'est toujours cette question de défaut d'oxygène qui le fait? La survenue des crises. Oui. D'accord, ok.
comme j'ai dit au début, j'ai dit c'est une maladie héréditaire qui affecte la qualité des globules rouges. Donc, le fait que ça affecte la qualité des globules rouges, ça amène les globules rouges à adopter une forme que nous appelons falciforme, c'est-à-dire ça prend une forme de fossile. Et le fait que les hémoglobines n'ont pas leur forme habituelle là, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne répondent pas. En termes BABA, c'est les hémoglobines là. Comment pourrais-je expliquer ça en termes, c'est un peu comme si vous puisez de l'eau, en fait, Oui. d'accord? Et vous puisez de l'eau dans la marmite et que l'eau là contient des débris, des débris, en fait. Les débris là, si vous puisez l'eau en même temps, vous allez voir que les débris sont répartis dans de l'eau. Oui. Si nous considérons que les débris là, ce sont les hémoglobines rouges, falciformes chez les drépanocytaires, vous allez voir que si vous laissez l'eau là, les débris là vont s'entasser en bas. Est-ce qu'on se suit? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Maintenant, le fait que les hémoglobines de forme anormale s'entassent en bas, ça obstrue les vaisseaux sanguins. Ça, si vous comprenez. Oui, oui, oui. Le fait qu'ils ont des formes falciformes, des mauvaises formes comme ça obstrue les vaisseaux sanguins et le sang a du mal à bien circuler à travers les vaisseaux. Et c'est ce phénomène qui fait déclencher la douleur, au fait. Oui, et fait déclencher notamment La les douleur. crises. Oui. D'accord. Maintenant, il peut arriver que lors des crises, les hématies peuvent s'éclater, les globules rouges peuvent s'éclater. Et quand les hémoglobines s'éclatent, comme j'ai dit, c'est ça qui constitue le sang, en fait. Donc, quand ça s'éclate, automatiquement, le taux de sang aussi, ça diminue. Ça diminue. Est-ce qu'il y a des risques à long terme si régulièrement dans le corps les hémoglobines sont amenées à s'éclater? Bien sûr, il y a des risques à court terme et des risques à long terme. À court terme, comme j'ai dit, le sang peut tout à coup, puisque si le sang commence par diminuer, au début, l'organisme peut faire avec le peu que vous avez. Mais il peut arriver qu'à moins de 24 heures ou bien à moins de 48 heures, le sang chute complètement et que l'organisme n'arrive pas à faire avec le peu que vous avez. Là, ça vient vers les complications, même des fois à type d'insuffisance rénale. Oui, oui, d'autres complications et des fois même un décès. Maintenant, à long terme, c'est que souvent l'anémie chronique, là, c'est-à-dire l'anémie là, qui s'est installée sur une longue durée, se traduit par des signes tels les ictères. Donc, comme j'ai dit aussi au début, je profite aussi de rappeler aux parents, si vous avez les enfants qui ont des yeux jaunes, des ictériques, en fait, des yeux jaunes, ce sont des signes aussi qui peuvent vous amener à demander ce genre de bilan pour savoir si votre enfant a la maladie hémorragique, la maladie drépanocytose là ou pas. Donc, sur de long terme, effectivement, il peut y avoir d'autres complications si le patient n'est pas suivi. J'insiste sur ça. S'il n'est pas suivi. D'accord. Vous avez parlé tantôt de l'hérédité, de la drépanocytose qui se transmet, qui s'hérite. Est-ce qu'il y a, mis à part l'hérédité, est-ce qu'il y a d'autres causes de transmission de la drépanocytose? Non, il n'y en a pas. C'est une maladie purement héréditaire. Vous prenez un gène malade de chez papa, un gène malade de chez maman, et c'est les deux gènes là ensemble chez vous qui donnent la drépanocytose. Il n'y a pas, même de pas la transfusion, même la transfusion sanguine ne peut pas vous apporter la drépanocytose. C'est pas possible. D'accord, mais est-ce que à l'inverse, les transfusions sanguines régulières pourraient atténuer les effets de la drépanocytose chez un patient, notamment un enfant qui est malade? Oui, je comprends la question. Et le problème, c'est que, comme j'insiste, c'est le suivi qui est important. L'enfant, l'objectif, c'est pas de forcément transfuser les drépanocytaires. Il y a des critères selon lesquels on peut transfuser et ne pas transfuser. Comme j'ai dit, la normale pour le taux d'hémoglobine, c'est 9 à 10, 11. Mais vous pouvez voir les sujets qui sont SS, comme j'ai dit au début, avoir un taux d'hémoglobine à 6, 7, 8 qu'ils supportent. Si ton patient, il supporte 6 grammes d'hémoglobine, tu le laisses tranquille avec ça. Mais si tu as ton patient même qui a 7 ou bien 8, mais qui te présente des signes qui te font penser à une intolérance du sang, alors là, le médecin juge s'il doit transfuser ou pas. Donc, c'est pas comme si la transfusion régulière peut apporter quelque chose de bénéfique, mais ça dépend du contexte. Il y a des fois où, par exemple, il y a certaines complications qui peuvent survenir à type de, par exemple, un patient qui a fait un AVC. Les drépanocytaires sont supposés à faire un AVC, même à bas âge, à 2 ans, 3 ans, l'enfant peut faire un AVC. Si on trouve qu'il y a des risques de survenir d'un AVC, ou bien l'enfant a déjà fait un AVC, il y a également d'autres risques, d'autres complications que l'enfant peut faire, qui peuvent amener le médecin à faire des transfusions régulières. Ou bien des fois, ce que nous appelons une échange transfusionnelle, c'est-à-dire le médecin diminue un peu le taux d'hémoglobine que vous avez là et transfuse
du sang normal phénotypé AA. Ça dépend de la complication que le médecin veut éviter ou bien de pourquoi le médecin veut transfuser. Donc, c'est pas dada qu'il faut forcément transfuser pour avoir tel objectif. Non. Alors, pour par exemple un enfant de 5, 6 ou 7 ans, quelle est la quantité, par exemple en cas de crise, hein, comme vous avez expliqué le contexte dans lequel il faut le faire, quelle est la quantité de sang qu'on doit lui transfuser dans le corps? Ah bon, ça, c'est le médecin, il y a plusieurs protocoles de transfusion. Ça, c'est, nous disposons de certaines formules chez nous selon lesquelles on transfuse. Déjà, chez l'enfant, et bon, voilà, je me demande si j'explique. On a nos règles faites. Ça D'accord. dépend de ce que tu vises et l'objectif que tu veux atteindre. Il y a des formules, on calcule, on peut se dire, et puis on se dit, OK, chez l'enfant, si je peux transfuser 125 cc, tu vois, 50 cc, ou bien ainsi de suite, quoi. Il y a des formules qu'on utilise et puis le contexte également. Donc, il n'y a pas de comment dire ça, de normes standards. Non, imaginez que l'enfant vient à 4 et que habituellement, l'enfant est à 4 en fait, et que l'enfant a l'habitude d'être à 6. Là, tu te dis, ah, ok, par rapport à ce que tu veux atteindre comme objectif, je me dois de transfuser telle quantité pour atteindre les 6 auxquels l'enfant est habitué. Mais l'enfant qui va venir pour 2, qui était à 6, c'est pas la même quantité que vous allez lui transfuser. Ouais, un peu. Alors, docteur, dites-nous, au cours de la vie d'une personne atteinte souffrant de la drépanocytose, il faut un minimum de combien de transfusions sanguines? Sur son espérance de vie. Oui, sur son espérance de vie, il faut un minimum combien de transfusions sanguines? Bon, comme je l'ai dit, la transfusion n'est pas, on le fait que quand c'est nécessaire. Il y a des patients, vous allez voir, jusqu'à la fin de leur vie, on va peut-être jamais transfuser. Comme j'ai dit, il y a la forme SS qui se manifeste par la survenue régulière des anémies. Bon, là, si, voilà, un SS présente des signes d'anémie aiguë, de survenue brutale, qui nécessite la transfusion, on va le transfuser. Donc, ça dépend de l'évolution, de si le patient est suivi ou pas. Le plus souvent, si le patient est bien suivi, de par les bilans, le médecin peut faire l'essentiel pour que le sang ne chute pas jusqu'à un niveau où on ait besoin de la transfusion. Même les SS dont je vous ai parlé, là, même si on rentre un peu en détail, il y a certaines qui naissent avec ce que nous appelons hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale, c'est une forme d'hémoglobine des massifs qui prennent dans le ventre de leur maman à la naissance. Oui. Et cette forme d'hémoglobine leur protège contre la survenue de crises à répétition, mais des crises sévères, et les empêche également d'avoir le sang qui chute brutalement et à répétition. Donc, vous allez voir les SS qui ont l'hémoglobine en question, sont des gens, c'est rare que ils sont SS, mais c'est rare de leur voir avec honte des gens le sang diminuer jusqu'à nécessiter une transfusion. Donc, c'est patient dépendant en fait. Chaque patient avec comment ça évolue chez lui. Donc, on ne peut pas dire, cas par cas en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut transfuser tel ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de chaque patient. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que la drépanocytose a un impact sur la psychologie et le comportement de l'enfant? Bien sûr. Bien sûr. La drépanocytose a un très grand retentissement sur le psychique, sur l'intellectuel de l'enfant. Imaginez, vous êtes élève, vous êtes au CP1, bien, pas forcément à la classe, hein, et que chaque fois, vous faites les crises. Chaque fois, on doit vous amener à l'hôpital. Vous devez rater des cours. Vous devez vous rattraper. Tout ce sont des choses qui sont traumatisantes. Il y a des enfants qui s'en vont jusqu'à demander si eux sont différents des autres. Donc, ce qui amène certains enfants, bien certains drépanocytaires à se sentir marginalisés, comme s'ils étaient différents des autres au fait. Donc, ce sont des choses, effectivement, comme vous l'avez dit, ça c'est juste un exemple que j'ai donné. Vous allez voir, par exemple, si le sujet adulte, une femme adulte, qui est SS, par exemple, qui fait beaucoup de crises, même pour se marier, elle a des limites. Elle se sent comme si elle était une charge pour son homme, au fait. Donc, ce sont des choses qui traumatisent la dame, qui t'a amené certaines même à vouloir rester célibataire. Un peu que c'est le pourquoi il y a justement une vague de suivi psychologique. Donc, on les suit sur le côté psychologique pour les apporter le maximum de soutien qu'on peut. D'accord. Donc, ça veut dire que les sujets à drépanocytose font souvent la dépression. Bien sûr. Ils sont exposés à beaucoup de déprimés si l'essentiel n'est pas fait. D'accord. Alors, au cours, vous êtes revenu beaucoup sur la question de traitement, l'importance du traitement.
quel genre de traitement il faut apporter aux personnes, surtout aux enfants, particulièrement aux enfants qui souffrent de la maladie. D'accord. Le volet traitement, il y a le traitement préventif et bon, ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pour que la maladie n'évolue pas vers les complications. Vous êtes drépanocytaire, c'est une chose. Mais avoir les manifestations de drépanocytose, c'est autre chose. Donc, si vous avez votre enfant qui est drépanocytaire, l'essentiel, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant ne fasse plus beaucoup de crises. Donc, l'idéal, c'est le suivi. C'est le suivi. Il faut que l'enfant se fasse suivre dans un centre spécialisé dans la prise en charge de la drépanocytose. À défaut de ça, pourquoi pas en pédiatrie, en médecine interne, dans un centre d'hématologie clinique. Et l'idéal, quand même, c'est d'être suivi dans un centre qui est spécialisé dans la prise en charge de la drépanocytose, comme le Centre national de recherche et de soins drépanocytaires chez nous à Lomé ici. Vous pouvez répéter? Le Centre national de recherche et soins aux drépanocytaires. Ça, c'est au CHU Campus à côté. Donc, pour le traitement, comme vous l'avez dit, le médecin, lui, il saura quoi faire, quel examen demander, comment agir pour que les crises ne viennent pas à répétition, bien les autres complications. Il n'y a pas seulement les douleurs qui sont les complications. Comme je vous ai dit, il y a les complications type AVC, les accidents vasculaires et cérébraux, les insuffisances rénales, beaucoup de maladies au niveau du foie. Tout ça, c'est la prévention, c'est le suivi qui peut amener le patient à ne pas en arriver là. Maintenant, si l'enfant a déjà fait une crise, par exemple, là, on n'est plus dans le contexte préventif. Là, il faut traiter ce que l'enfant a dans les médias. Là, je dis, amener l'enfant dans un centre de prise en charge de cette maladie pour que l'idéal soit fait. D'accord. Il y a certains parents qui recourent à l'indigénat, à des méthodes traditionnelles ou locales pour le traitement de cette maladie chez leur enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Je pense que, avant tout, comme on l'a dit au début, c'est une maladie purement héréditaire. Une maladie qui est héréditaire, vous ne pouvez pas traiter ça, vous ne pouvez pas enlever ça. Comme la personne est née comme ça, on ne peut que atténuer la survenue des complications. Mais là, aller traiter la maladie, définitivement, c'est pas possible. Maintenant, on est d'accord que même les produits de blanc, les produits pharmaceutiques, ont été faits à base des protéines, des animaux, des végétaux, tout et tout. Mais le pourquoi nous, personnellement, nous n'aimons pas les méthodes traditionnelles, là, je suis pas contre, je ne suis pas venu dire ici que je suis contre les méthodes traditionnelles. C'est que le plus souvent, ce sont des choses, d'abord, on pense que on peut traiter, on va bourrer les enfants des médicaments traditionnels. Et ce sont ces mêmes médicaments qui vont amener les enfants à avoir des complications, par exemple, au niveau du foie. Ça, on se comprend. Oui, oui. Le monsieur sera dans sa maison, il prépare des plantes, il va donner à votre enfant. Et le suivi, l'idéal, ne se fait pas. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de patients qu'on reçoit avec des désordres au niveau du foie parce qu'ils ont pris trop de ce genre de tisane, sans compter les conséquences au niveau des reins. Donc, peu importe ce qu'on vous présente comme médicament contre la drépanocytose, c'est pas une maladie qu'on peut traiter, qu'on peut enlever, dont on peut guérir. Non, qu'on peut guérir. C'est vrai qu'actuellement, bon, je peux pas rentrer dans cette vague, mais il y a ce que nous appelons la thérapie génique. C'est une forme de médecine qui est en train de travailler sur les façons de pouvoir enlever les maladies qui sont héréditaires. Mais ce sont des choses qui sont encore à la phase protocolaire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, c'est pas une maladie qu'on peut guérir. Mais on peut empêcher la survenue des complications, quitte à avoir une espérance de vie normale, comme les sujets phénotypés AA. Oui, et si vous dites que, par exemple, les méthodes traditionnelles et que les médicaments ne permettent pas de guérir, en quoi consiste concrètement le suivi du médecin? D'accord. Comme j'ai dit, c'est une maladie qui affecte les hémoglobines. Le médecin, de par sa qualité, de par ses connaissances, il y a des bilans que le médecin demande. Prenons par exemple l'AVC dont je vous parle. Okay? Si vous prenez le patient qui est SC, une forme de drépanocytose dont j'ai parlé, même, il y a certains bilans, même quand le médecin te demande ça régulièrement, il y a l'évolution de certains chiffres qui peuvent faire penser au médecin la survenue dans les prochains jours et les prochains mois d'un accident vasculaire cérébral, d'un AVC. Alors là, le médecin qui sait que, le sujet ci, l'enfant ci, a un risque de faire un AVC, il fait l'essentiel
pour que les complications n'arrivent pas. Donc, comme j'ai dit, le suivi, c'est essentiellement quoi faire pour que le patient drépanocytaire là ne développe pas les complications. Donc, également, de par les bilans que le médecin va demander. Par exemple, s'il y a un risque de survenue d'une insuffisance rénale, le médecin peut le constater de par les analyses qu'il demande. Et dès qu'il y a ce genre de risque, il fait l'essentiel pour que ce genre de complications n'arrive pas. Si c'est un patient qui fait habituellement les crises, le médecin se pose la question, il fait sa démarche pour voir l'enfant si, pourquoi il me fait autant de crises? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que d'abord aussi, il n'y a jamais d'éléments, il n'y a jamais de crise sans facteur déclenchant. Le médecin se doit de chercher, ok, l'enfant si, pourquoi il fait des crises? Est-ce que parce qu'il fait à répétition un paludisme, par exemple? Est-ce que c'est parce qu'il est exposé à des infections, s'il fait des infections à répétition? Est-ce que c'est parce qu'il est souvent déshydraté? Il cherche les causes et il agit sur les causes. Il traite la crise, bien sûr, et agit sur les causes. Et c'est dans ce contexte que le médecin peut amener l'enfant qui faisait les crises à répétition à faire moins les crises. D'accord. Alors, vous avez parlé des médicaments. On constate que lorsque les enfants... Vous avez dit que les médicaments ne guérissent pas et j'aimerais revenir sur la question des médicaments. Généralement, quand les enfants, peut-être le paludisme, de petites douleurs, de petits bobos, on va à la pharmacie, on se procure des médicaments. Est-ce que pour un enfant qui souffre de la drépanocytose, en tant que parent, on peut se permettre de payer tous les médicaments pour le soigner lorsqu'il ne va pas bien? J'ai beaucoup aimé la question là. J'ai vraiment aimé la question. Si l'enfant drépanocytaire vous dit maman ou bien papa, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Bon, peut-être si c'est la douleur seulement, il vous dit par exemple j'ai mal au pied et qu'il a, bon là vous pouvez peut-être vous rendre à la pharmacie, acheter un médicament. Si vous êtes déjà suivi, hein, bien sûr, s'il a l'habitude de prendre un médicament comme le médecin vous a prescrit et que le médicament en question est fini, vous pouvez prendre ce médicament et si bon ça va mieux, tant mieux. Vous voyez un peu. Mais si il y a une notion de fièvre par exemple, ça veut dire que la crise que votre enfant fait là, il y a peut-être une infection qui est derrière, il y a un paludisme qui est derrière. Vous n'êtes pas, le parent n'est pas habilité à savoir quel médicament donner à son enfant. Même le pharmacien n'est pas habilité à savoir quel médicament donner à son enfant. Donc l'idéal dans ce genre de contexte, c'est d'aller à l'hôpital. Ça, si on se comprend. Mais au cas où c'est la douleur seulement et que le patient était déjà suivi, il sait que, ah, ok, quand j'ai mal, quand l'enfant a mal, il faut prendre tel médicament. Et que tu gères la crise à la maison. Pendant plus de 24 heures, si la crise ne cède pas, même si ça va mieux, tu te rends à l'hôpital. Obligatoirement. Oui. Si la crise dépasse 24 heures, c'est-à-dire que tu donnes le médicament à ton enfant, la douleur, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et ça dépasse 24 heures, les douleurs sont toujours là. Faut se rentrer à l'hôpital. Parce que, en dehors de la crise de la douleur que vous voyez, il y a d'autres choses qui se passent derrière. Au cours d'une crise, le sang peut aussi chuter. Ah oui. La maman peut être là, le parent peut être là, se concentrer sur la douleur et que derrière, finalement, c'est peut-être la chute du sang là qui va emporter l'enfant. Il dira que l'enfant allait bien, c'est juste de petites douleurs, mais que bon, l'enfant est parti, il a failli décéder. Alors derrière la crise, c'est parce qu'il se passait d'autres choses dont les parents ne sont pas habilités à prendre en charge. Donc, comme j'ai dit, l'idéal, c'est s'il y a fièvre d'abord vous venez à l'hôpital, ne serait-ce que appeler un médecin pour son avis, ça aussi c'est possible. Mais si, même s'il n'y a pas de fièvre et que la douleur est modérée, c'est pas une grande douleur, c'est pas une douleur vive, mais tu donnes les médicaments et pendant plus de 24 heures, ton enfant souffre toujours, là, tu l'amènes à l'hôpital chez un spécialiste. D'accord. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour éviter à l'enfant de faire régulièrement des crises ou d'aggraver sa maladie? D'accord. Comme j'ai dit, en temps, il n'y a pas de crise sans élément déclencheur. Donc, ce qui déclenche les crises le plus souvent dans notre région-ci, c'est le paludisme. On est dans la zone tropicale, on est tellement exposé aux moustiques que nos enfants viennent le plus souvent, ils nous font des crises, disons les crises post-paludisme, quoi. Donc, ça veut dire que la première des choses à faire, c'est que dois-je faire pour ne pas exposer mon enfant à la survenue de palud. Nous savons tous que le paludisme, c'est les moustiques qui donnent ça. Donc, est-ce que mon enfant, il dort sous moustiquaire? Déjà, à la tombée de la nuit, le soir, déjà à 16h04 et 16h, 17h, est-ce que mon enfant, est-ce qu'il est bien couvert? Est-ce qu'il n'est pas exposé aux moustiques?
moustiquaire, c'est bon. Il y a d'autres parents qui font recours aux insecticides, les trucs là pour qu'ils mettent dans la chambre, et spray là. Oui, Oui. qui s'appelle. Bon, ça aussi, c'est efficace. Ils peuvent aussi avoir recours à ce genre de méthode. C'est-à-dire, que faire pour que mon enfant ne fasse pas le paludisme. Mais non, en dehors de ça, il y a la gamme des infections. Les infections pulmonaires au niveau de la poitrine, les infections digestives, les infections cutanées au niveau de la peau. Il y a plusieurs choses qui peuvent donner ce genre de choses, d'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Je fais attention à ce que l'enfant ne soit pas exposé au paludisme. Est-ce que l'enfant en question, est-ce que il mange bien? Parce qu'il y a certaines infections que nous pouvons développer de par ce que nous mangeons. Je ne sais pas si c'est une question qui va venir après, mais oui, justement, ça, donc vous pouvez en parler. D'accord, je profite dire aux parents, il n'y a pas question de parasitaire, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, telle chose fait faire les crises. Non, ce sont dit. Il n'y a pas d'études qui a prouvé ce genre de choses. Le parasitaire peut manger tout. Même épicé. Tout comme tout le monde. Okay. Maintenant, la question c'est quoi? Ce que nous, on attend, c'est le contenu. Si l'hygiène de ce qu'on a préparé en fait. Par exemple, si la maman veut préparer les légumes, il faut que les légumes soient préparés dans de bonnes conditions pour que ces légumes-là ne traînent pas des vers qui vont après faire à cet enfant des infections. Et les infections-là qui après vont donner des crises à l'enfant. Ça, on se comprend. Donc, ça veut dire que par exemple, si mon enfant mangeait à demain, par exemple, et après il me fait une crise, c'est pas à demain là qui lui a fait faire une crise. Non, c'est peut-être les germes, les microbes que contenait votre adémé là, qui a donné une infection. Après, l'infection en question a donné les crises. Donc, ça veut dire que le côté manger aussi, c'est important. Mon enfant, je dois veiller à ce qu'il ait une alimentation saine et équilibrée. L'enfant ne doit pas faire aussi trop d'activités intenses. Parce que quand plus ils font du sport, il y a des activités qui sont intenses, ça sollicite l'usage de l'oxygène. Or, le sang déjà, c'est peu. Donc, quand tu vas trop t'agiter, quand tu vas faire trop d'activités, le fait que tu amènes tes cellules à beaucoup plus travailler va facilement te faire les crises. Ouais, c'est pour ça souvent les drépanocytaires sont dispensés de sport à l'école. Le plus souvent, c'est pas automatique, mais le plus souvent, des activités intenses. Maintenant, il y avait une chose qui allait m'échapper, qui est très importante, c'est l'hydratation. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Le plus souvent, en dehors du paludisme, des infections, l'autre chose qui donne qui donne les crises, c'est la déshydratation, comme j'ai dit au début. Si l'enfant ne boit pas autant d'eau, c'est pas bien. L'enfant va multiplier des crises. Donc, il faut lui faire boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Déjà, un enfant de 6 ans, déjà, déjà, il peut aller jusqu'à 2 litres par jour. Ah oui? Oui, jusqu'à 2 litres par jour. On comprend que l'eau, c'est pas quelque chose, on aime boire, mais si l'enfant comprend, il y a certains enfants qui ont compris la nécessité de cette eau et prennent même des fois plus que ce que nous conseillons. Donc, c'est pour dire, le drépanocytaire doit vraiment s'hydrater. Et même des fois, vous allez voir les drépanocytaires avec des yeux ictériques, tout jaunes, et le même enfant, vous allez le conseiller de boire bien de l'eau, vous allez le revoir dans 1 mois, 2 mois, avec les yeux très clairs. Donc, la prise régulière d'eau empêche également la survenue de crise. Ce sont les éléments essentiels sur lesquels on peut agir pour empêcher la survenue de crise chez son enfant. Chez les enfants, d'accord. Alors, dites-nous, on a parlé des enfants, j'aimerais un peu toucher les adolescents. Est-ce que, comment dire ça, le fait de souffrir de la drépanocytose pourrait agir sur la venue des règles? Bien sûr. Bon, sur la venue des règles. Ou sur la quantité de saignement pendant les règles. Bon, ça, je ne saurais dire si c'est vraiment le cas. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que la survenue des règles chez certains adolescents peut faire déclencher les crises. Ah oui? Oui. Il y a beaucoup de patients qu'on reçoit comme ça qui font des crises lors de leur menstruation. En fait, quand elles ont leurs règles, ça fait déclencher les crises. Mais dire que le fait que vous êtes drépanocytaire peut faire que lors des menstrues, lors de vos règles, vous allez saigner beaucoup, non. Alors, à ma connaissance, non. Peut-il arriver qu'un enfant atteint de drépanocytose fasse une hémorragie interne? Bien sûr. Bien sûr. En fait,
chez le patient qui est drépanocytaire, avant tout, c'est un patient comme les autres. Donc, ça veut dire que en dehors de la drépanocytose, le patient est exposé à beaucoup de maladies. Tout comme nous, vous et moi, on est exposé, on peut faire une hémorragie interne à tout moment. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Donc, en plus d'être un patient comme tous les autres, lui, il a encore la drépanocytose. Maintenant, la question peut-être c'est, est-ce que la drépanocytose en Oui. elle-même peut faire avoir des gens des hémorragies internes? Oui. Je ne saurais dire si il peut avoir un mécanisme direct comme ça, mais comme facteur indirect, pourquoi pas, c'est possible. Mais les hémorragies, essentiellement, comme j'ai dit au début, ce sont les hémorragies cérébrales. Vous allez voir que j'ai beaucoup parlé des AVC, la survenue des Oui. AVC. Les hémorragies, les AVC aussi sont des fois, il y a certaines formes d'AVC, ce sont des hémorragies. Et dû des fois à la mauvaise prise en charge d'une drépanocytose. Donc, à votre question, quelquefois, c'est oui. D'accord. Alors, lorsque, par exemple, on se retrouve à l'école ou dans un environnement extérieur à la maison du malade, du drépanocytaire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque sa crise se déclenche? Ok. Bon. Si le drépanocytaire a sa crise qui se déclenche, Oui. tout ça, ça dépend de si le patient est suivi ou pas. Si le patient est suivi, là, il sait que, ok, le médecin m'a dit, si mon enfant a ça, de donner tel médicament, patienter un peu, donner ce médicament, de faire tel, ou de faire tel. Donc, à la réponse à cette question, je vais plutôt répondre en insistant sur le suivi. Mais dire que chez le patient qui n'est même pas suivi, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire chez le drépanocytaire qui est en train de faire les crises? Je pense que tout ce qui n'est pas dans la norme, genre tout ce qui ne peut pas apporter un confort, qui ne décale pas avec la guérison de l'enfant, peut être nuisible au fait. Imaginez l'enfant fait une crise et que, bon, tu ne sais pas quel médicament donner. Et la voisine te dit, donne-le ce médicament. Parce que peut-être un jour, il a eu mal, ou bien on a prescrit ça un jour à son enfant, et il te donne ça. Il y a certains médicaments que le drépanocytaire ne peut pas supporter. Et il y a certains drépanocytaires qui ont ce que nous appelons un déficit en 6PD. C'est une enzyme que certains drépanocytaires, ils en sont déficients, et ça leur fait faire ce que nous appelons hémolyse, c'est-à-dire le fait qu'ils sont déficients en cette enzyme fait que les hématies s'éclatent très vite. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'enfant là, qui est déficitaire en G6PD, ne doit pas prendre, par exemple, de la quinine. Il ne doit pas prendre, par exemple, de la vitamine C. Il y a certaines choses que l'enfant ne doit pas prendre. Maintenant, imagine que l'enfant est malade. Par exemple, il te fait une crise, il te fait une fièvre, on dit il y a par lui dedans, et qu'on lui donne de la quinine. Cette quinine peut détruire l'enfant. Ça veut dire que quoi, ça a été une automédication. Donc, je préfère dire en même temps que l'automédication, c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'où l'importance de se faire suivre là. Le docteur pourra te dire ce qu'il faut éviter à donner à l'enfant. Ce qu'il faut donner à l'enfant, ce que ton enfant peut prendre, ce qu'il ne doit pas prendre. Par exemple, il y a certains enfants drépanocytaires qui prennent des anti-inflammatoires depuis le bas âge, c'est-à-dire ils font tellement de crises qu'ils font des anti-inflammatoires et l'une des conséquences de ces anti-inflammatoires, c'est la survenue des ulcères. Voilà un peu. Donc, imagine chez l'enfant qui a déjà développé les signes d'ulcères. Le médecin, lui, il sait que, ok, chez l'enfant là, à partir d'aujourd'hui, on ne donne pas d'anti-inflammatoire. Mais le patient qui n'est pas suivi, par exemple, ou bien l'enfant fait une crise et que tu prends, tu as ibuprofène là-bas, tu as niflurine là-bas, tu prends ça, tu le donnes, tu prends ça, tu le donnes. C'est vrai, ça peut agir sur la crise, mais après, ton enfant va te faire des ulcères. Les ulcères aussi peuvent évoluer en d'autres complications et donner les hémorragies internes dont vous aviez parlé. Donc, c'est ça, je disais que par des mécanismes indirects, c'est possible. L'enfant peut abuser des anti-inflammatoires et avoir comme conséquence des ulcères qui peuvent évoluer vers des hémorragies. D'accord. Alors, pour finir l'émission, vous allez nous donner nous déconstruire des mythes. Quand on parle de drépanocytose, il y a assez de mythes qui entourent la maladie. Quels sont les mythes qui sont vrais et celles qui sont fausses? Les mythes, le mythe le plus important, comme j'ai dit au début, c'est le fait que la maladie, on peut la guérir complètement. Ça, c'est ça. Vous voyez, je vais avoir des gens qui vous diront qu'ils sont allés au Nigeria, en Côte d'Ivoire, puis on a écouté tel pasteur ici. Et puis, il y a quelque chose qui trompe. Vous allez voir, j'ai parlé d'une hémoglobine, des fois, qui protège les enfants. Un enfant peut
peut avoir la chance d'avoir l'hémoglobine là qui le protège. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne fera jamais de crise. Mais le voir, par exemple, des parents qui ont un enfant qui a ce genre d'hémoglobine qui le protège. Mais pour une première fois que l'enfant a fait de crise, ils ont tellement paniqué que ils ont amené l'enfant très loin des tisanes, des pasteurs, des rituels. Bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer en détail. Et que après les tisanes là, l'enfant peut faire 5 ans, 10 ans sans faire de crise. On te dira que tisane là, ça a marché. Oui. C'est normal que tu raisonnes ainsi. Or, c'est l'hémoglobine là qui protège ton enfant en fait. Même si tu n'avais pas fait recours à ce genre de choses là, l'enfant aurait été protégé de la plupart des crises en question. Plutôt les tisanes que tu es en train de lui apporter vont plutôt, avec le temps, donner beaucoup de complications, comme j'ai dit, au niveau du foie, des reins et autres là. Donc ça, j'insiste sur ça. C'est une maladie qu'on prend tes parents et tu vas vivre toute ta vie avec. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie avec laquelle tu peux vivre et vivre normalement avec si tu fais l'essentiel qui est le suivi. Il y a un autre mythe aussi qui dit que les drépanocytaires meurent vite et qu'à 21 ans, il faut faire un enfant. Ça, c'est avant. Comme j'ai dit, avant, quand la médecine n'avait pas vraiment maîtrisé la drépanocytose dans toutes ses formes, effectivement, l'espérance de vie des drépanocytaires était limitée. Il y a même des fois où, bon, voilà, avant, c'est ça, l'essentiel n'était pas fait. Mais grâce à Dieu, par l'évolution de la médecine, maintenant, un enfant qui est bien suivi, un patient drépanocytaire qui est bien suivi, comme je l'ai dit, les médecins qui le suivent auront à voir les complications arriver et agir sur les complications là. Si l'essentiel est fait, alors pourquoi pas vivre normalement? Donc c'est quand le patient n'est pas suivi, il est là. Et puis il y a quelque chose qui trompe. Je préfère dire que ça en même temps. Je ne vois pas, par exemple, les formes SC. Oui. Il y a beaucoup de formes SC, comme j'ai dit, eux, ils ne font pas beaucoup de crises comme les formes SS. Ce sont des gens, entre guillemets, je peux dire, ils sont têtus. Souvent, ils n'aiment pas se faire suivre. Parce que ce sont des gens, peut-être même à 30 ans, ils n'ont jamais fait de crise. Donc, quand tu les conseilles, viens à l'hôpital te faire suivre. Ils n'écoutent pas. Ils ne voient pas l'importance de ça. Or, la crise, c'est pas la douleur là, c'est pas la seule forme de manifestation de ce que tu as. Donc, imaginez le SC qui ne fait pas de crise et refuse de ne pas être suivi, qui brutalement un jour se réveille avec un AVC et qui décède. À cause, c'est parce qu'il n'était pas suivi. Il pensait qu'il allait bien, mais c'est faux. Là, on parle de bonne santé apparente. Tu as l'impression que tu vas bien, mais au fond, tu n'allais pas bien. Donc, c'est le suivi, au fait. Il y a tellement de choses à dire sur la maladie que nous allons le remettre sur un autre numéro. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Votre mot pour clôturer. D'accord. Pour clôturer, j'incite la population à beaucoup revoir le côté bilan préinitial. Vous voyez un peu, c'est une maladie, normalement au XXIe siècle, nous sommes censés arriver à réduire, même pourquoi pas arrêter d'avoir des enfants drépanocytaires. Il suffit juste que la femme que je croise, le monsieur que tu croises, tu demandes ce genre de bilan. Ok, vous demandez à un médecin, est-ce que nous sommes compatibles pour avoir des enfants? Et en fonction des résultats, vous verrez si vous êtes compatible ou pas. Il y a des fois où, il y a certains couples, ils se rendent compte que, bon, voilà, on n'est pas compatible et ils misent sur la chance. Non. Comme la loterie, tu ne peux pas miser sur la chance et aller faire un enfant drépanocytaire qui va te faire les crises tout le temps. Donc, j'insiste sur la réalisation des bilans préinitiaux avant de faire des enfants. Et deuxième chose, il y a aussi le côté psychologique dont on a parlé. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui en veulent à leurs parents. Parce qu'ils se disent, c'est une maladie que j'ai héritée des parents gratuitement comme ça. Bon, parce que les mots que j'aimerais les adresser, c'est chose déjà faite. Quand je suis médecin, il y a des parents qu'on reçoit après les bilans préinitiaux. Le médecin vous dira, c'est bon, vous êtes compatibles. Allez, mariez-vous. Effectivement, ils ne vont pas avoir des enfants drépanocytaires, mais malheureusement, ils peuvent avoir peut-être un enfant cardiopathe, un enfant qui a des problèmes de cœur, qui ne va même pas faire 5 ans de vie avant de mourir. Dans ce contexte, les enfants, ils ont fait l'essentiel. Les parents ont fait l'essentiel. Mais malgré ça, ils ont eu un enfant malade qui n'a même pas pu suivre jusqu'à 5 ans. C'est pour dire, il y a des fois, on se concentre sur l'erreur des parents, mais l'erreur là a été déjà faite. Les parents sont conscients de ça, donc c'est pas la peine d'en vouloir trop aux parents. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de cas qu'on reçoit comme ça où les enfants veulent
à leurs parents. Les parents sont vraiment désolés, ça ne sert à rien de les en vouloir. De plutôt écouter leurs conseils qu'on les donne. On les donne de ne pas être fatigué de prendre des médicaments afin d'avoir une espérance de vie normale. D'accord, merci. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes docteur. Votre nom c'est Nevame Efa. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous en prie, merci à vous aussi. C'était un plaisir. Oui, alors à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une nouvelle thématique, un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.